flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour à tous. Alors, on est au mois d'avril et pour ce mois d'avril, notre thème, c'est psychologie. Et aujourd'hui, on va parler de psychogénéalogie transgénérationnelle et de constellation familiale. Pour ça, on reçoit Emma et Sarah Johanna. Bonjour. 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 Est-ce que vous voulez vous présenter, Emma ? Alors, je suis thérapeute depuis 12 ans maintenant, 13 ans même. Voilà, après un long parcours, on va dire, c'est ma 4e vie. Et donc, je suis thérapeute jungien et je me suis formée à un certain nombre d'outils qui me permet en fait d'accompagner les gens plutôt par une façon de faire plutôt que par une technique particulière. Et donc, en effet, j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est psychogénéalogie transgénérationnelle. Voilà. Ok. Sarah Johanna. Alors moi, je suis analyste transgénérationnelle en psychogénéalogie. Je fais les constellations familiales aussi. Je me suis formée en 2017 en psychogénéalogie. Et donc, je travaille sur Uzès et en cabinet dans la Nièvre avec Emma aussi. Et est-ce que, par exemple, pour les auditeurs qui nous écoutent, on peut faire des choses à distance avec vous, par exemple? Est-ce que si on a envie de travailler avec vous, on peut le faire? Il faut venir vous voir ou on peut aussi faire à distance? On peut faire les deux. En fait, depuis la Covid, ce qui est bien, c'est que il y a les visios qui se sont mis en place. On s'est tous approprié aussi l'ordinateur pour travailler à distance. Donc, c'est quelque chose qui est réalisable, de travailler à distance. C'est bien quand même d'avoir une caméra, qu'on puisse. C'est une rencontre aussi avec un thérapeute, qu'on puisse travailler aussi sur l'arbre. Toi, tu veux Ah oui, revenir moi là-dessus ? aussi, pareil. Donc, je travaille aussi bien en présentiel qu'en visio. En fait, c'est assez facile de faire travailler la personne à distance. Et puis, quand il y a des images ou parce que quand on travaille aussi avec des objets, en plus de l'arbre généalogique, voilà, on arrive à travailler avec des objets qui entourent la personne, et ou alors avec des images que la personne peut nous envoyer aussi avant la séance. Ce qui fait que c'est très interactif, même si on n'est pas du tout en présentiel. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se mettent en place quand c'est en visio. Le lieu, la personne va nous recevoir dans une pièce. On met aussi ça au travail, donc Le lieu choisi. son lieu, compte aussi dans le travail thérapeutique. Et comment Dans la vous en êtes science. venu à ça, en fait? Quel est votre parcours? Alors moi, comment j'en suis venue à la psychogénéalogie? Depuis toute petite, je suis fan de généalogie. Donc, c'est-à-dire que j'avais un petit calepin depuis l'âge de mes 8 ans où je posais maintes et maintes questions à mes grands-parents. Je leur disais alors, qui étaient tes parents? Qui étaient tes grands-parents? Mais est-ce que tu as entendu parler de tes grands-parents? Mes grands-parents sont nés en 1930, donc c'est une génération de taiseux. Ils ne racontaient pas beaucoup de choses. Ils ont vécu la guerre, donc ils se concentraient plus sur l'essentiel que sur les traumas familiaux et autres. Et ils disaient toujours, mais qu'est-ce que t'as à poser autant de questions? Qu'est-ce que t'as à poser autant de questions? J'ai toujours ce petit carnet d'ailleurs, et en fait, moi, ce qui m'a vraiment menée jusqu'à la psychogénéalogie, et j'ai décidé d'en faire un métier, c'est ma quête identitaire. Alors en fait, j'ai plusieurs origines. Donc ma mère est française avec des origines italiennes, grecques, des pays de l'Est. Mon père est iranien avec des origines indiennes, donc plein d'origines. Forcément plein de religions différentes, plein de cultures, donc une très très grande richesse dans lesquelles j'ai pu aussi parfois me perdre parce que j'avais besoin vraiment de savoir mais qui je suis, qui ils sont. Et donc en travaillant de longues années sur mon arbre généalogique, parce que j'ai fait de la généalogie pendant très longtemps, j'ai commencé à remarquer les dates anniversaire. Donc, c'est-à-dire, mais tiens, c'est marrant, mais elle s'appelle comme son arrière-grand-mère, elles ont la même date de naissance, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette loyauté envers cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Et en fait, au fur et à mesure, je me suis posé plein de questions comme ça. Quel était le lien entre moi, entre des gens de ma famille et nos ancêtres? Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose de fort. Enfin, moi, pour dire au départ, j'ai cru que j'inventais la psychogénéalogie. C'est-à-dire que
J'ai toujours été mordue de psychologie, mais je n'avais jamais entendu parler de psychogénéalogie. Là, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai fait une découverte, les dates de naissance, les lieux de vie, parce que je me suis rendu compte, en fait, en faisant mon arbre généalogique, que j'avais été vivre dans beaucoup d'endroits où mes ancêtres avaient vécu. Ça, c'est hyper intéressant. Ben, mais ça, tu te dis, Sans le mais savoir. sans le savoir, comment tu peux arriver à vivre dans la même rue alors que tu ne savais pas qu'ils avaient vécu ici en arrivant en France. Donc pour le coup, là, je parle de mes ancêtres italiens qui sont arrivés en 1800 et quelques en France, à Paris, et je me suis dit, mais je suis vraiment leur chemin. Donc moi, je me suis un peu prise pour mission de vie la mémoire familiale, parce que depuis tout petite, j'ai toujours eu peur qu'on oublie notre famille, qu'on oublie notre histoire. Et donc aujourd'hui encore, je travaille sur mon arbre généalogique pour garder ces mémoires, pour les travailler, pour comprendre les liens. Et donc c'est comme ça que j'en suis venue à la psychogénéalogie, passionnée de généalogie et de l'histoire de ma famille. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est passionnant. En fait, c'est passionnant et c'est ça que j'aime dans ce métier. Et Emma, toi, du coup, c'est quoi ton histoire? Pourquoi t'en es venue à faire de la je touche jamais le bon terme. Transgé, tu peux dire. Je peux dire ça. Ouais. Et toi, Emma, alors, comment t'en es venue, toi, à exercer dans le transgénérationnel, dans la psychogénéalogie? En fait, j'ai toujours eu cette intuition que notre inconscient n'était pas juste, en fait, le dépositaire de notre histoire avec uniquement nos parents et notre famille proche, hein, qu'il y avait aussi des choses qui venaient de beaucoup plus haut. Des mémoires, en fait, qu'on pouvait porter par rapport à des ancêtres. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée. Et c'est pour ça que j'ai cherché à comprendre un peu ce qui se passait. Et puis, Anne Ancelin-Schützenberger est quand même arrivée là. Hein. C'est elle qui a ramené le terme de psychogénéalogie en France quand elle est revenue des États-Unis. Et c'est elle qui a vraiment démocratisé, on va dire, cette approche. Donc c'est vraiment elle qui l'a inventé, hein, c'est pas moi. Ouais. Exactement. Et donc... C'était en quelle année pour qu'on se... Ah, je crois que c'était... En 1988, je crois. Ouais, ah oui, c'est récent, quand même. Ah, c'est très récent, finalement, la psychogénéalogie. Oui, tout à fait. C'est vraiment elle qui a mis, en fait, ce mot à l'honneur. Et parce qu'elle avait vraiment étudié ça aux États-Unis. Et puis à regarder en effet les dates anniversaires, les lieux de vie, comme tu le disais. Donc voilà. Moi, c'était vraiment cet impact de l'histoire générationnelle en fait sur moi qui m'a vraiment intéressée au départ. Et c'est ce que j'aime en fait aussi travailler justement avec des personnes quand elles viennent me voir, c'est que tout de suite ça fait sens pour elles que c'est quelque chose de plus haut qu'elles. C'est pas juste ce qui s'est passé dans leur enfance, c'est au-delà de ça. Et très souvent, hein, c'est ce qui est dit, le terme utilisé, c'est au-dessus de moi, c'est quelque chose de plus grand que moi en fait. J'arrive pas à l'expliquer. Et là, c'est vrai que souvent, on peut commencer à dire, ok, on va pas forcément aller tout de suite voir ce qui a pu se passer dans l'enfance, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose chez les grands-parents, arrière-grands-parents, voilà. Et on peut remonter assez haut en fait, parce que un secret, c'est souvent ce qui se passe, hein, un secret qui n'a pas été dit, en fait, se transforme en symptômes. On dit souvent les mots MOTS qui n'ont pas, enfin les mots MAUX qui n'ont pas été mis en mots MOTS ressortent souvent sous forme de symptômes. Voilà. Donc on peut aussi venir consulter parce qu'on a un symptôme corporel, hein, pas uniquement un comportement particulier, mais un symptôme corporel et qui vient juste montrer son bout du nez comme ça et qui vient dire il y a quelque chose qui s'est passé 2, 3, 4, 5 générations au-dessus et si on allait voir, voilà. Est-ce qu'on peut dire que du coup on porte genre un trauma ou un secret dans notre ADN comme on porterait les yeux bleus de notre arrière-grand-mère, et on peut porter aussi son génétique, ouais. Voilà, alors là pour le coup c'est de l'épigénétique. Alors c'est intéressant que tu amènes ça parce que mon premier métier c'est généticien parce que je suis scientifique à la base, j'ai travaillé au CNRS pendant 15 ans en génétique et neurogénétique justement. Et donc toute cette nouvelle thématique de l'épigénétique commence à proposer en effet une explication de pourquoi des traumas et donc des comportements associés à des traumas sont transmis de génération en génération. Donc bon, l'épigénétique n'est pas notre thématique aujourd'hui, mais non, mais c'est intéressant. Voilà, elle en fait partie. Voilà, exactement. Et donc c'est pas l'ADN en tant que tel qui est modifié, mais c'est l'expression des gènes de l'ADN qui sont modifiés. Et donc ces modifications se passent au sein des cellules et donc ça peut être transmis de cette manière. Voilà.
Et Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, plus concret pour illustrer ce que tu es en train de dire? OK, une personne, un homme, une femme, a été ou a subi une maltraitance et donc en a découlé, une peur. Donc il va, introjecter, donc c'est-à-dire refouler tout ça à l'intérieur de lui et donc par exemple, il faut se protéger, de quelqu'un qui pourrait arriver. Et donc va apprendre ça à ses enfants qu'il faut se protéger, mais les enfants ne le savent pas forcément pourquoi. Et donc, ces enfants vont à nouveau aussi l'apprendre à leurs petits-enfants et c'est comme ça que se transmettent ce qu'on appelle des habitus, c'est-à-dire des façons de faire. Serge Tisseron a relativement bien, je trouve, expliqué cela. Il disait, lorsqu'il y a un trauma, il est indicible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler. Il devient innommable à la 2e génération et ensuite impensable à la 3e génération. Ce qui fait que au bout de 3 générations, on peut avoir oublié la raison pour laquelle on a un comportement particulier. Juste parce que justement, il était soit associé à de la honte, donc on n'en parle pas, soit à quelque chose émotionnellement très fort, ce qui fait que on étouffe tout ça et on n'en parle surtout pas non plus, pour que les émotions ne remontent pas. Ah oui. Et donc ça, c'est des habitudes qu'on met en place et qui peuvent ressortir aussi sous forme de symptômes. Ce que tu disais, et toi, Sarah Johanna, en off, on avait parlé de l'endométriose justement, qui peut se vérifier aussi par rapport à la psychogénéalogie. Oui, alors moi, me concernant, donc j'ai une endométriose et une adénomiose, et j'en ai souffert pendant beaucoup d'années, et j'ai décidé de travailler l'endométriose en psychogénéalogie avant d'être moi-même thérapeute. Et donc, on est remonté sur la lignée des femmes. On a travaillé la lignée des femmes. Et donc, on s'est rendu compte sur mon arbre qu'il y avait énormément d'enfants morts, de femmes mortes en couche. Et donc, il y a une phobie, par exemple, dans ma famille, de l'accouchement. Donc, moi-même, quand j'étais plus jeune et je me disais, oh là là, mais il faut avoir des enfants, mais il va falloir accoucher, mais comment on fait si on veut pas accoucher? Et c'était devenu vraiment une peur qui se transmet, hein. J'ai plein de cousines aussi qui ont peur de l'accouchement. Pour le coup, moi, j'ai des difficultés à avoir des enfants. Mais une fois que j'ai traité tout ça en psychogénéalogie, déjà, ça s'est apaisé, moi, sur mes propres mots MAUX. Donc, c'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir des douleurs qui étaient vraiment très intenses. Je m'évanouissais. C'était vraiment très, 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 très dense. Depuis que j'ai travaillé sur la lignée des femmes dans mon arbre, mes mots se sont apaisés. Donc, c'est-à-dire que je vis beaucoup mieux. On pourra en parler aussi, mais j'ai fait aussi une constellation sur l'endométriose. Et alors là, ça a été pour le coup très libérateur pour moi, parce que je suis passée de 1 semaine par mois à être allongée, à ne pas avoir aucune force, à être totalement déprimée, à ne pas pouvoir bouger vraiment, alors qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, et il y a un autre exemple aussi là qui me vient en tête quand je t'entends, Sarah Johanna, c'est les TOC. Les TOC aussi, c'est assez intéressant. Des fois, on les travaille par d'autres méthodes, mais il faut savoir que ça peut être justement l'émergence de traumas cachés. J'ai l'exemple là d'une personne qui était venue me voir pour des TOC, entre autres un qui était de devoir tout le temps passer sous un pont. Systématiquement quand il allait chez quelqu'un et il comprenait pas pourquoi et au bout de 3-4 séances en fait on a compris ce qui s'était passé en allant chercher justement dans sa généalogie 3 J'ai des frissons déjà. J'ai des frissons. Ça c'est un signe. 3 générations au-dessus en fait il a découvert qu'il y a un enfant qui était mort en couche et dont la naissance n'avait pas été annoncée. Donc même les frères et sœurs en fait de cet enfant n'étaient pas au courant. Et il l'a appris, je crois que c'était après notre 3e séance, de façon complètement fortuite. Et donc ça a été quelque chose d'assez particulier, quoi. Il a été même choqué. À l'issue de cette séance, il est allé chercher de l'information donc auprès de sa grand-mère, je crois, qui là lui a raconté qu'en effet, la grande-tante avait dû donner naissance en fait à un enfant qui était mort et que cet enfant avait bien été enterré dans le caveau familial, mais personne ne le savait. Et la chose particulière, c'est que ce cimetière était tout près de chez lui. Et devinez quoi? Il fallait passer par le pont. Exactement.
Et à partir du moment où il a pu mettre en mots donc c'est toute cette histoire. Ensuite, on est revenu, on a travaillé sur l'arbre où il a mis un endroit, donc voilà, on a un peu ritualisé la chose. Il a mis donc sur son arbre une place pour cet enfant. Eh bien, 15 jours plus tard, il est revenu me voir en me disant, ben, vous savez quoi, j'ai plus besoin de passer sous des ponts maintenant. Voilà. En fait, c'était son inconscient qui lui disait, mais il y a un enfant là, il y a un enfant, il était en lien avec cette mémoire. Et en passant sous le pont, en fait, c'était une façon d'aller le voir et de le faire exister. Exactement. Voilà, de le retrouver, en fait. Il fallait passer sous un pont pour pouvoir le retrouver. Et une fois qu'il était retrouvé, il n'y avait plus besoin de passer sous un pont. Voilà. Et ça, c'est les fantômes familiaux. Exactement. C'est ce qu'on appelle les fantômes. Voilà. D'accord. Qui les fantômes, c'est forcément des morts qui n'ont pas été annoncés. Alors pas forcément, c'est l'événement en fait. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui reste en nous dans notre inconscient et qui imprime en fait notre façon de faire. Donc c'est soit une personne, mais ça peut être, alors c'est une personne, ça peut être un décès, mais ça peut être aussi un événement qui s'est produit chez une personne. Voilà. Un trauma, une forte émotion lors d'une agression ou lors de je sais pas, quelque chose qui s'est passé et qui a été très très fort parce qu'il peut se passer n'importe quoi, hein. Ça peut être des agressions, mais ça peut être aussi une migration par exemple. Un enfant peut très mal vivre un départ ou alors les parents ne le prennent pas ne le préviennent pas ou des choses comme ça. Ça a l'air complètement anodin en fait pour les parents, mais pour l'enfant ça s'inscrit complètement et il le vit lui avec sa propre émotion. Et si ça lui est pas expliqué, en fait, il va l'interpréter avec sa compréhension d'enfant et il va la garder. Et ensuite, si ça n'est pas plus expliqué, il va garder ça à l'intérieur et puis le transmettre à ses enfants et ainsi de suite. Voilà. Il y a plein de choses qui s'expliquent par la psychogénéalogie en fait. Tout ce qui a pu se passer aussi pendant les guerres peut ressurgir au bout de 2-3 générations aussi. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. On n'en parle pas forcément, c'est souvent couvert de honte, mais ça peut avoir un impact sur les générations suivantes. Donc ça se manifeste soit de façon identique, c'est-à-dire ce qu'on appelle des répétitions. Donc le comportement est le même que celui de notre ancêtre, soit ça va être des répétitions qui sont pas exactement pareilles. Je sais pas, il peut y avoir un enfant mort et ça va se répéter par un avortement ou une naissance difficile ou des choses comme ça, voilà. Tu avais peut-être... En fait, un trauma qui va se répéter de génération en génération, comme Emma le disait, il va se transformer. Aujourd'hui, on est en 2024. Forcément, il va pas se manifester de la même façon qu'en 1860, par exemple, parce qu'on a d'autres moyens, on a d'autres, on a une nouvelle civilisation, quoi. Je sais pas comment dire. Notre société est différente. Notre société est totalement différente. On parle de répétition. Oui. Il y a aussi la réparation, non? Oui, alors justement, j'arrivais à ça. C'était à quoi ça sert en fait d'aller chercher chez ses ancêtres? On peut se poser la question, voilà, parce que beaucoup de gens disent oui, mais on n'a pas forcément envie d'aller creuser, remuer, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on est vraiment aux prises avec une mémoire transgénérationnelle, donc d'un ancêtre, on peut se retrouver à avoir les mêmes comportements, les mêmes peurs. Par exemple, voilà, quand je reprenais le TOC, une personne peut continuer, par exemple, à checker si la porte est bien fermée, alors que il n'y a pas de raison pour elle de le faire aujourd'hui, mais il y a quelques générations auparavant, c'était important. En fait, l'idée pour pouvoir se départir justement d'une mémoire transgénérationnelle, c'est de recontextualiser. De se dire que, par exemple, si une femme a dû laisser ses enfants derrière elle et que on est en lien avec cette mémoire transgénérationnelle, c'est de comprendre, en fait, pourquoi elle, je sais pas, en 1900 ou en 1800 et quelques, eh bien, elle n'avait pas d'autre choix que de laisser ses enfants derrière elle ou de les donner à une nourrice ou ce genre de choses. Et juste en recontextualisant, en fait, on se met à la place de notre ancêtre et on est dans une compréhension bienveillante de cet ancêtre. Et c'est assez incroyable parce qu'on le vit vraiment dans son corps, cette libération, cette compréhension intellectuelle fait que l'émotion qui est enquistée et qui a été transmise comme ça sur plusieurs générations, eh bien, ça s'ouvre.
Et il y a comme un apaisement. Ben oui, évidemment. Pourquoi est-ce que je lui en voudrais à cette grand-mère ou à cette arrière-grand-mère d'avoir Elle a fait laissé comme elle cet enfant, pouvait. voilà, d'avoir laissé cet enfant ou d'avoir eu ce comportement. Moi, aujourd'hui, je fais ça, mais en fait, il n'y a pas lieu d'avoir honte de faire la même chose ou de faire des choses différentes. Et c'est là que ça libère. Et justement, c'est sortir de la honte qui permet de pouvoir ensuite comprendre son présent et puis surtout se projeter dans son futur de manière complètement différente. Et si on découvre des choses pas très drôles, par exemple de l'inceste, ou si on découvre... Déjà, on peut recontextualiser l'histoire de la famille. Donc, on va revoir ce qui s'est passé sur les générations précédentes au niveau de l'inceste. Je vais prendre cet exemple-là parce que malheureusement, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc, on revisite l'histoire. Et comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort aussi en comprenant notre histoire familiale. Alors, par exemple, pour l'inceste, ce que ça permet de comprendre, en tout cas, comment ça permet d'avancer, justement, quand on a été victime d'inceste, c'est de comprendre un peu la dynamique dans laquelle on s'est retrouvé. Là, je pense à une personne en particulier qui s'est rendu compte que 3-4 générations au-dessus d'elle, en fait, toutes les femmes avaient subi les mêmes types d'agressions sexuelles. Déjà, ça lui a permis de sortir de l'idée qu'elle était la seule. Ça lui a permis, par exemple, aussi de comprendre pourquoi sa mère n'a rien dit, parce que elle-même ayant été victime, elle ne l'a pas protégée, alors que jusqu'à présent, elle était très en colère contre sa mère. Donc là, ça a complètement changé, pour le coup, sa vision, et aussi la parole s'est libérée entre les deux femmes. Ça a libéré énormément d'émotions entre elles deux. Alors, elle n'a pas pardonné dans le sens j'ai oublié, j'efface l'ardoise, pas du tout. Par contre, elle sait ce qui s'est passé, mais elle a pu remettre du sens, un autre sens en fait, dans pourquoi sa mère n'a pas réagi ou des choses comme ça. Voilà. Donc C'est intéressant ce que tu dis sur le mettre du sens, parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, j'imagine, en thérapie, où c'est de trouver le sens et de transformer le sens, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça voilà, comme ça. exactement. En fait, peu importe l'outil qu'on va utiliser ou la façon on va travailler, c'est toujours remettre du sens. Un sens qui permet d'avancer. Au lieu de rester, on va dire, à tourner en rond sur ce qui a pu se passer auparavant, c'est de redonner un sens qui permet d'ouvrir vers un futur différent. Peu importe, en fait, des outils qu'on va utiliser. Et il faut savoir que l'arbre peut être aussi une ressource. Là, on parle beaucoup de trauma, des répétitions, mais alors même avant de parler de la ressource, on peut aussi se retrouver dans la position de celui qui essaie de réparer. Oui, par exemple, moi, je me Pour les demandais tout à l'heure, je ressources, parlais ouais. de réparer aussi, effectivement, et je parlais en ça, est-ce que tu peux être, toi, celui qui essaye de réparer, justement, genre, tu as des grands-parents qui ont fait des dénonciations ou des choses comme ça, et toi, au lieu d'être dans ce système-là, tu vas à l'opposé. Par exemple, j'ai un exemple comme ça d'une cliente qui, elle, est arrivée pour une problématique d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait des biens, elle ne savait pas d'où ils venaient, et elle avait une problématique vraiment de vouloir garder cet argent. Et quand je lui ai demandé, mais d'où vient cet argent? Elle n'a pas su comment me répondre. Elle me dit, mais moi, je viens d'un milieu pauvre. Je lui ai dit, mais ça va pas avec ce que vous me racontez. Vous me dites que vous venez d'un milieu agricole, qu'ils sont pauvres, qu'ils ont perdu leur terre. Mais en même temps, vous êtes propriétaire d'immeubles dans Paris, donc ça va pas ensemble. Et là, elle me dit, oui, je sais pas, mais bon, moi, j'avais l'intuition, parce qu'elle s'est mariée avec un juif. Et donc, je lui demande comment s'est passée leur rencontre, quel est le lien qu'elle a avec le judaïsme. Elle me dit aucun, elle vient d'une famille catholique. Et donc, en faisant un travail, elle s'est rendue compte que sa famille avait spoilé les biens, en fait, des juifs quand ils étaient embarqués, quoi. Donc, ils ont pris des objets, ils ont ramassé des appartements, donc ils ont beaucoup volé. Et elle, en lien de réparation, elle s'est mariée avec cet homme juif avec qui elle faisait des économies pour tout lui rendre. Et donc, à partir du moment où elle a compris ça, son amour aussi a pris une dimension aussi différente, parce que bon, même s'il y avait ce lien de réparation, il y a quand même de l'amour, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez fréquent.
Et là, ça me fait penser à un autre exemple ça va peut-être parler à nous les femmes parce que nos grands-mères se sont un peu battues pour pouvoir avoir le droit de travailler, ce genre de choses, avoir une certaine indépendance, une autonomie, hein. Et puis d'arriver peut-être à la capacité d'acheter des maisons et autres. Et donc, parfois, on peut voir ça aussi dans les arbres. On peut être la descendante de ce qu'on appelle la lignée d'utérus, donc c'est toutes les femmes. C'est-à-dire la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et puis être celle qui va arriver à notre génération à pouvoir acheter une maison ou alors, je sais pas, avoir une voiture, parce que c'était ce qui était fantasmé en fait par l'arrière-grand-mère en termes de ce serait bien quand même dans ma vie si je pouvais moi aussi avoir un toit, ne pas dépendre forcément d'un homme. Et puis on se retrouve 2-3 générations plus tard à être celle qui porte cela. Et quand on se rend compte, voilà, on remet à nouveau du sens sur toute cette lignée, comprendre en fait ce qui permet. Et pendant, par exemple, ce cheminement-là, est-ce que, par exemple, ta cliente, il y a la névrose de classe qui peut influer dans sa vie Exactement. à se dire je ne peux pas être propriétaire, je ne peux pas être propriétaire, sans savoir qu'en fait tout vient de. Oui, de voilà. cette- Et là, on est aussi avec ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, c'est-à-dire que on peut se retrouver. Alors là, on arrive sur les 2 arbres. Parfois, donc, comme je reprenais la lignée de femmes qui aspirent à arriver à devenir propriétaire, et de l'autre côté, peut-être que du côté du père, il faut surtout pas être propriétaire parce que parfois, voilà, si on est ouvrier, accéder à cet acte de propriété, c'est renier un petit peu d'où on vient. Et donc, on peut aussi mettre en évidence comme ça ce qu'on appelle les doubles contraintes ou des injonctions paradoxales quand on est là au milieu de ces deux générations. On ne sait pas trop quoi faire. Soit on est loyal à la mère, soit on est loyal au père. Donc voilà, aller chercher aussi cela à travers l'arbre permet de pointer ces injonctions dans lesquelles on peut se retrouver complètement empêtré et pas savoir pourquoi on n'arrive pas à accéder par exemple à la propriété alors qu'on le veut vraiment, ou à se marier alors qu'on le veut vraiment, avoir un enfant alors qu'on le veut vraiment. Enfin voilà, plein de choses comme ça qu'on peut aussi mettre au travail grâce à la psychogénéalogie. Parce qu'on a des contrats de loyauté, qui sont quand même très forts, hein. Ils sont invisibles, ils sont inconscients, mais ils sont présents. Mais c'est ça qui est génial, je trouve, parce que des fois, c'est vrai qu'on a l'impression dans sa vie d'être tiraillé et du coup, ça crée, je parle notamment pour moi, mais d'être tiraillé entre 2 choses et du coup, ça crée une espèce de stagnation. Oui. Et c'est vrai que finalement, Oui. c'est comme Oui. 2 racines qui arrivent au même endroit, qui continuent de Exactement. pousser en dessous, Voilà. quoi. En fait, c'est assez intéressant des fois de voir qu'il n'y a pas de hasard, que nos parents se sont mariés. Et en fait, soit il y a un des arbres qui vient réparer l'autre, soit les deux en fait vont dans le même sens pour des raisons différentes, mais vont dans le même sens, ce qui fait qu'on porte encore plus lourd. Ou alors on est vraiment celui de la génération qui est là pour faire éclater, on va dire, ou mettre en lumière les choses. Celui qui va alors dénoncer. Dans certaines familles, on va poser ça comme étant le dénonciateur. Et puis dans d'autres, et en fonction, après, ça va être vu comme justement le libérateur. Et donc, une partie du travail, une fois qu'on a mis en lumière tout ça, c'est aussi d'accompagner la personne dans, si c'est vu comme de la dénoncer ou aller creuser dans la poussière ou la saleté, hein, c'est de transmuter cela, de vraiment passer sur une énergie beaucoup plus positive, de ne pas le voir comme étant justement dénoncer quelque chose ou mettre en surface des choses qui étaient honteuses. Non, c'est justement se libérer soi de toutes ces emprises transgénérationnelles et potentiellement aussi d'aider les autres à s'en libérer, parce que si on décide d'en parler, on n'est pas obligé d'en parler, mais si on décide d'en parler, ça peut aider certaines personnes de notre entourage familial ou des choses comme ça. De toute façon, à partir du moment où on travaille son arbre et qu'on revisite les traumas, les secrets de famille, ça fait bouger le système. Et ça, c'est plus libérateur pour les générations à venir aussi. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On a des ressources aussi positives dans nos arbres? Alors, je t'en prie. On a toutes des ressources dans notre arbre. Oui, ça peut être par exemple un grand-père, une grand-mère qui devient un exemple pour nous. On va vraiment s'identifier à ses grands-parents ou à ses ancêtres. Donc c'est ce qu'on va appeler des ressources. On va aller même peut-être chercher de l'information donc auprès de nos proches pour comprendre mais comment ils se sont sortis de cette situation pour qu'ils deviennent une forme de modèle. Voilà. Soit on est au courant en fait et déjà on s'identifie à eux, soit c'est parce qu'on va aller faire ces recherches
ils vont devenir un modèle ou une inspiration en fait. Voilà. Alors une petite chose aussi qu'il faut peut-être préciser, c'est pas nous thérapeutes qui faisons les recherches. Ce sont en fait des personnes qui viennent nous voir. Et ça fait partie aussi du processus. C'est respecter la temporalité de la personne. La personne va y aller parce qu'elle est prête. Alors parfois, on peut voir des personnes qui ont peur, elles ont du mal à commencer à dessiner leur arbre ou des choses comme ça. Et en fait, rien que de savoir ou de poser qu'elles ont peur, c'est déjà signifiant. J'avais le cas, par exemple, d'une personne qui avait énormément de mal à faire son génogramme. Et lorsque donc on travaillait ensemble, ce qui est sorti, c'est que mettre sur le papier, c'est laisser des traces. Donc là, rien que ça, déjà, c'était une information sur qu'est-ce qui a pu se passer dans l'arbre, est-il arrivé quelque chose à un de ses ancêtres parce qu'il a laissé une trace. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, voilà. Et donc on a commencé à remonter comme ça, et en effet à la 4e génération, il y avait des écrits qui étaient là, et parce que des écrits avaient été découverts, et bien la personne avait été emprisonnée. Donc ce qu'il ressortait de la descendance, c'est il faut surtout pas laisser des choses importantes sur papier. L'oral, aucun problème, mais pas sur le papier. Voilà. J'ai sauté par rapport à la ressource. Tu voulais parler de la ressource? Non, parce que j'avais le petit exemple de mon grand-père, un grand exemple d'ailleurs de mon grand-père qui est la ressource familiale. Donc pendant 39-45, il était jeune. Ils ont vraiment trimé pour pouvoir manger, pour pouvoir se vêtir. C'était vraiment une période très compliquée pour eux. Et lui, en grandissant, il a repris ses études à l'âge de 18 ans où il a appris à lire et à écrire parce qu'il n'a pas pris le temps juste avant. Il a occupé un poste à haute responsabilité et en fait, il a tout réappris. Donc, pour la petite anecdote, il a quand même réappris à lire et à écrire pour séduire ma grand-mère. Oh, c'est beau! Ce qui a marché et justement ce qui donne encore plus de ressources. Et nous, notre exemple, c'est notre grand-père. Il est parti de rien, il a trouvé cette force vitale de pouvoir aller plus loin de ce qu'on lui avait aussi permis de pouvoir imaginer, de rêver pour lui. Et donc aujourd'hui, on a une vraie loyauté envers ce grand-père qui est une grande ressource pour nous. Donc ça se transmet en fait c'est-à-dire que cette force de ton grand-père, c'est quelque chose qui est en toi. Exactement, comme la force de certaines femmes de la famille qui sont là, parce que pendant les guerres, les femmes, elles ont beaucoup subi, comme on disait tout à l'heure. On peut pas juger les choix et la façon dont ils ont fait parce qu'on n'y était pas. Mais grâce à eux, on est là aujourd'hui, et donc c'est aussi ça la ressource, de revisiter qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on soit là aujourd'hui. Parce que sans eux, sans certaines erreurs aussi, on ne serait pas là. Ça fait partie de notre histoire familiale. Ouais, c'est apprendre en fait de ses erreurs, apprendre de ses expériences de vie et les transformer en quelque chose de positif qui nous fait grandir en fait. C'est vraiment ça. Quel que soit en fait ce qu'on découvre, c'est vraiment pouvoir justement s'appuyer là-dessus pour le transformer et que ça fasse sens à nous. En effet. Et tu parlais tout à l'heure, du coup, tu disais que c'était aux patients de faire eux-mêmes leurs recherches. Donc justement, comment est-ce qu'on fait une recherche? Comment est-ce qu'on fait son arbre généalogique? Alors pour commencer, on peut faire avec ce qu'on sait. Ouais. Donc c'est-à-dire les prénoms, dans un premier temps, les prénoms, les noms, les dates de naissance. Pour ceux qui sont décédés, les dates de décès. Après, donc avec des témoignages de la famille. Dans un premier temps, c'est bien d'avoir justement tout ce contexte-là et de pouvoir après aller faire ses recherches. Donc, comment on fait les recherches? Aujourd'hui, nous avons Internet. Nous ne sommes plus obligés d'aller dans les mairies du fin fond de la campagne et chercher dans les archives, même si moi, je le fais encore de temps en temps quand je vais dans certains villages. J'adore fouiller dans les archives. Il se passe aussi quelque chose d'avoir le papier dans les mains, mais ça fonctionne aussi très bien via Internet. Et donc, il y a des sites comme Généanet, comme Philae. Il y a plein de recensements qui sont dans ces archives-là. Date, acte de naissance, acte de décès, acte de mariage. Et ça, c'est payant parce que moi, je sais que j'avais un peu regardé, mais ça s'arrête très vite. Enfin, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais moi, j'ai eu du mal. Payant, ouais, mais après, vous pouvez prendre des abonnements juste pour 1 mois ou pour 3 mois. Donc, en fait, ça vous permet peut-être de faire, concentrer vos recherches à un moment donné, d'arrêter et de repartir après derrière. Parce que moi, la question, c'était ça. Parce que comme j'ai commencé à regarder, oui. que c'est l'émission dont je vais essayer de faire, et j'ai été tout de suite très vite arrêtée
Et donc, bon, j'étais pas là-dedans, donc j'ai pas ni payé, mais je me dis, est-ce qu'on paye, du coup, ça ouvre plus ou si on... Oui, ça ouvre un peu D'accord. plus, en fait. Mais c'est important pour les gens qui se disent, ah, Oui. je vais essayer ce soir, Ouais, il y a un... Parce que tu as tes recherches et puis en plus, tu peux aussi avoir la chance sur ces sites-là de tomber sur MyHeritage aussi, on peut faire son arbre généalogique, de tomber sur des personnes que tu ne connais même pas, des cousins éloignés, des oncles éloignés qui font leur arbre généalogique où tu vas matcher. Alors après, moi, ce que je conseille quand même, c'est de toujours aller vérifier les informations que des personnes ont déjà inscrites sur leur arbre parce qu'il se peut qu'ils soient passés à côté de quelque chose. En tout cas, il faut toujours vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est mieux. Donc, il y a toutes ces recherches-là via Internet. Après, comment Alors après, moi, je vais passer de l'autre côté. C'est que aussi, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais moi, je connais rien de mon arbre généalogique. Ce qui était mon cas quand moi j'ai commencé mon propre travail en psychogénéalogie. En fait, on peut ne pas connaître grand-chose. Donc, en effet, on peut aller chercher sur Internet, mais surtout, on n'a pas forcément besoin d'avoir des informations sur nos ancêtres pour pouvoir commencer à travailler en psychogénéalogie. Ah Parce non, que ça va se faire petit à petit. voilà. Et puis surtout aussi, on va aller convoquer beaucoup de choses qui sont inconscientes. Parce qu'en fait, nos mémoires transgénérationnelles sont en nous. Mais elles sont parcellaires, puisque ça vient au service du secret. Il faut surtout pas, en fait, que ça soit Exactement. dévoilé. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a à l'intérieur de nous, mais comme c'est en morceaux, un peu comme un puzzle, vous imaginez 10 ou 15 000 pièces et que du bleu. Donc, vous imaginez la difficulté de la chose. Bah, c'est exactement pareil. Donc là, l'idée, c'est qu'avec différents types d'outils, donc il y aura le génogramme, donc c'est l'arbre, en fait, c'est un arbre généalogique avec plus d'informations qu'un arbre généalogique. Et puis, on peut aussi, alors là, c'est en fonction des thérapeutes, utiliser d'autres objets, ce qu'on appelle les objets flottants, qui sont des objets sur lesquels on va projeter, en fait, certaines choses. Ça peut être des Playmobil, ça peut être des boutons, ça peut être des coussins, des feuilles, voilà, en fonction. Et aussi des images, ce qu'on appelle le photolangage. Et c'est comme ça qu'on va faire émerger tout doucement aussi plein de choses qui se passent. Ce qui est aussi intéressant quand on fait faire donc des exercices ou en tout cas travailler sur le génogramme, c'est de ressentir, hein, d'être à l'écoute de son corps, parce qu'il y a plein de choses en fait qui se passent et justement ces mémoires, elles réémergent aussi à travers des émotions, à travers des ressentis. Et là, ça va être ok, ça y est, on a un petit bout, le bout de la ficelle et on va commencer à remonter par justement les ressentis. Après, il y a une image qui va revenir. Ah mais oui, je me souviens en effet, c'est vrai, lors du repas de famille, je me souviens maintenant, mais je comprenais pas pourquoi il y avait une tante qui était tout le temps triste. Ah mais oui, je comprends. En fait, c'est ça, c'est pour cette raison. Elle avait peut-être perdu un enfant et puis maintenant je comprends. Vous commencez à faire des liens et des choses comme ça. Donc c'est un peu un travail de détective, mais un travail de détective à l'intérieur de vous. Et donc on va utiliser alors différentes choses. Donc, je sais que Sarah Johanna et moi, on utilise des objets, et voilà. Ouais. Tous les thérapeutes ne le font pas. Mais tous ces objets, en fait, permettent justement d'avoir accès, de faire remonter tous ces souvenirs qu'on peut avoir. Et ce qui est très important, c'est d'accepter la temporalité qui est la vôtre. Exactement. Parce que si je peux rebondir sur ce que tu disais, Sarah, tout à l'heure, tu disais, ben là, je me suis retrouvée bloquée. Donc, je prends mon exemple qui est vraiment concret. Donc, je vous disais en début d'enregistrement du podcast que j'avais fait de longues recherches pendant des années. Ça n'empêche que j'ai été bloquée pendant, mais je ne sais pas combien d'années sur un arrière-grand-père. J'ai été passionnée sur sa vie. J'ai tout recherché et je me disais, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et j'ai essayé de chercher au-dessus, il y a quelque chose qui ne collait pas. Pendant 3 ans, je me suis dit, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Je ne trouvais aucune information. J'ai un petit peu laissé de côté cet ancêtre-là, je me suis concentrée sur d'autres. Et un jour, va savoir pourquoi, j'ai une idée qui me vient en tête et là, je me dis, mais oui, en fait, il faut que je cherche dans le recensement. Alors, pourtant, ça peut être hyper fluide pour certains ancêtres. En plus, voilà, je fais ça depuis longtemps. Mais t'en as un, c'est pas le moment, en fait, de chercher. Et c'était pas le moment de le chercher. Et au moment où j'ai eu ce déblocage, j'ai compris qu'en fait, il n'était pas mon arrière-grand-père. Et j'étais interdite, inconsciemment, d'y aller et de révéler le secret.
Donc, Ah on ne ouais. porte pas notre Ah, c'est nom. intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, quand c'est pas le moment, il faut laisser, il faut aller chercher ailleurs. Alors, ça veut pas forcément dire, attention, que je bloque sur cet arrière-grand-père, c'est pas mon C'est pas mon arrière-grand-père. arrière-grand-père. Attention, hein, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Mais des fois, faut un petit peu laisser, lâcher, et puis voir autre C'est chose parce que aussi. souvent on n'est pas prêt en fait. Mais ça c'est dans tout travail avec le thérapeute, c'est que quand ce qui est là et qui est trop souffrant, trop empreint d'émotions, nous bousculerait trop, en fait, ça ne peut pas émerger. Donc c'est pareil, en fait, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Donc quand on est sur un ancêtre, on est sur un événement qui nous bousculerait trop, eh bien en fait ça, voilà, on voit pas, on comprend pas, on tourne autour, voilà. Et puis à un autre moment de notre vie, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, eh bien on aura cheminé, on aura avancé, et là on est prêt. On peut en fait recevoir ce qui va être associé à une émotion forte, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, pourquoi ça a un impact sur nous? Parce que justement cet événement est associé à une émotion, et que tout le travail consiste à dissocier l'événement de l'émotion. Donc de bien remettre, de ranger, on va dire, dans notre bibliothèque souvenir l'événement, et qu'il soit bien dissocié en fait de l'émotion qui était justement la cause de tel symptôme corporel ou tel comportement qu'on pouvait avoir, que ça soit dans le mode sauver ou répéter. Voilà. C'est passionnant, j'ai l'impression que c'est une vie parallèle, ça me donne trop envie. Mais dire, mais attends, genre c'est une espèce de série, saga qui se passe, et en fait... C'est un petit peu ça, la Ouais, c'est recherche généalogique. Mais c'est hein, ça, quand ça même. me donne Il trop faut envie. aimer être un peu détective, en effet, et puis surtout ne pas avoir peur de ce qu'on peut trouve. découvrir, et surtout L'accueillir aussi. l'accueillir. Voilà, c'est être, ça apprend en même temps à être dans le non-jugement. Oui. Et donc à la fois non juger son ancêtre, nous permet aussi de devenir de plus en plus bienveillant et non jugeant vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Et puis de savoir d'où on vient, parce que en fait aujourd'hui on sait tout. On sait rien, mais on sait beaucoup de choses. On a Internet, on peut regarder tous les films, c'est tout ce qui se passe dans le monde, mais on sait pas qui est notre arrière-grand-père. Vraiment. Voilà. C'était ma phrase quand j'étais petite, hein, quand je disais à mes grands-parents, mais si je ne sais pas d'où je viens, je ne peux pas savoir qui je suis. C'était vraiment Et quelque moi, chose c'est la raison qui- pour laquelle je suis devenue généticienne à la base. Hein. C'est que j'avais besoin de comprendre d'où venait l'humain. Et donc, de fil en aiguille, il n'est pas du tout étonnant que je me retrouve thérapeute et avec en plus cette discipline de la psychogénéalogie et transgénérationnelle, parce que on n'est pas juste un corps. Hein, la génétique, c'est le corps, mais il y a un esprit, il y a une spiritualité, et donc, tout ça vient se rajouter. Donc, Et qui sont liés en plus. et qui sont on l'oublie trop souvent. Voilà, exactement, qui sont doués. Et du coup, vous vous êtes liés et maintenant vous proposez des constellations familiales. Exactement. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'étape au-dessus de de tout ce qui est transgénérationnel, psychogénéalogie, ou ou on peut pas du tout? Oui et non, je dirais les deux. Ouais. C'est un outil qu'on peut utiliser pour du transgénérationnel, pour aller chercher plus loin, voir plus loin, ou débloquer quelque chose qu'on n'arrive pas à débloquer en séance habituelle, on va dire, à travers le génogramme, à travers les objets flottants et autres. Là, en fait, avec la constellation, on va vraiment aller travailler les mémoires dans le corps. Donc c'est une autre dimension. Le fait de jouer, puisqu'en fait une constellation, on va appeler ça une sorte de jeu de rôle, un jeu théâtral. Ça s'approche fortement de ce qu'on appelle le psychodrame. Donc c'est comme une pièce de théâtre, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des représentants qui vont avoir un rôle, chacun à jouer. Et puis vous, le consultant, qui êtes là et qui mettez au travail en fait une question. Et à ce moment-là, vous allez voir se jouer devant vous L'inconscient une collectif. une part de votre inconscient auquel vous n'aviez pas encore accès. Et c'est parce que vous allez le voir jouer que vous allez comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas, ou mettre du sens dans quelque chose que vous ne dans lequel c'était impossible en fait de mettre une compréhension, ou avoir des éléments en fait en effet par rapport à votre passé ou des choses comme ça. Alors, par exemple, concrètement, moi, demain, je vais faire une constellation familiale. Donc, je viens voir, par exemple, Sarah Johanna. Et je t'appelle, comment ça se passe, en fait? Qu'est-ce que je dois prévoir? Alors, ce qu'on peut prévoir, déjà, c'est un entretien de préinscription pour justement voir ensemble ce que tu veux mettre au travail en constellation. Moi, de mon côté aussi, il faut que je m'assure que tu aies un espace thérapeutique à côté pour travailler ta constellation et ce qui va s'y passer.
parce que ça, c'est notre cadre. On a une préinscription pour pouvoir être sûr, des personnes avec qui on va travailler. Parce que ça demande quand même une bonne condition psychique aussi de faire les constellations. Hein. Ouais, parce que certaines personnes, en fait, viennent un peu en touriste. Ils ont envie de voir, expérimenter quelque chose. Vivre des sensations. Vivre des sensations, voilà. En fait, c'est pas le but des constellations, c'est vraiment mettre au travail quelque chose. Et puis, pour le coup, ça donne une autre énergie si vous avez des personnes qui viennent comme ça un peu en touriste. Donc, l'idée, en effet, quand on a en tout cas, c'est nous comme ça qu'on travaille. Après, je ne dis pas que tous les thérapeutes. C'est notre cadre à nous. C'est notre cadre à nous. D'avoir ce préalable pour pouvoir commencer à identifier un peu la question. Donc oui, tu vas venir avec une question, avec un besoin. Ce qu'il y a de bien, c'est quand même d'avoir son arbre généalogique pour pouvoir travailler dessus. Jusqu'à quelle génération à peu près Alors c'est bien 5 générations, voire 6 générations. Après, c'est pas une obligation. Tu peux venir avec juste sur ton arbre, toi, tes parents, tes grands-parents, ou même juste tes parents. Et après, on voit ce qui se passe aussi pendant la constellation. Tu vois, c'est pas une obligation, c'est bien d'avoir quand même eu le nez dans la généalogie, parce que si une personne arrive, qu'elle a pas fait de thérapie derrière, qu'elle a jamais fait de généalogie, mais qu'on lui a parlé d'une constellation et qu'elle entre, ça peut être très compliqué quand même pour la personne Il faut avoir à peut-être gérer fait un peu émotionnellement. Il faut avoir fait une thérapie avant, vous conseillez? Non, pas forcément, mais en tout cas, être ouvert à se mettre en question un minimum. Voilà, on débute pas avec une constellation, en tout cas. On débute pas avec une constellation, et il y a un suivi après la constellation, parce qu'il y a plein de choses qui se passent après la constellation. Il y a des synchronicités qui se font. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses dans le système qui peuvent bouger. Toi, Angelica, t'as fait une constellation dernièrement. Ouais, on était ensemble. Ouais. Et c'est encore un petit peu frais, quoi. Mais est-ce que t'as toi ressenti aussi des... Ouais, c'est encore un petit peu frais, mais j'avoue, je pense que c'est intéressant quand tu travailles sur toi et quand tu as envie d'aller un peu plus loin dans le travail. Effectivement, je comprends qu'on débute pas par ça. Voilà. Et après, moi, ça m'avait permis de faire mon arbre généalogique, d'enquêter. Donc j'ai trouvé ça génial aussi, puis de savoir effectivement d'où on vient, même les noms de famille qui nous appartiennent, les lieux aussi. Vraiment, j'ai eu une chance incroyable, parce que je suis amie avec Sarah Jaouana et qu'elle m'a aidée à le faire. Et du coup, qu'elle pose des questions, parce que c'est vrai, quand on fait un arbre généalogique aussi, c'est mais pourquoi ta grand-mère, elle est née là, alors que dans ces années-là, on bougeait pas trop de chez soi? Pourquoi? Et c'est vrai que c'est des trucs que nous, on se pose pas, tu vois. On dit, bon, tiens, lui, il est né à Liancourt, elle est censée être corse, mais elle est née en Belgique. Pourquoi? Bon, je sais pas, c'est comme ça. Mais c'est jamais comme ça, en fait. Donc, c'est drôle. Mais ça, c'est ce qui se passe souvent. Tu vois, dans les familles, on dit, c'était comme ça, pose pas trop de questions, hein, on va pas aller plus loin. Donc, j'avais préparé mon arbre, et heureusement, finalement, parce que moi, dans ma constellation, il s'est passé quelque chose où on avait besoin de remonter incroyable. Ouais, c'est-à-dire qu'on est remonté, et il y a une génération qui est apparue, et en fait, j'ai reconnu cette génération par rapport à des infos qu'elle a données. Et tu l'avais déjà posée sur ton arbre, ou elle est arrivée Non, justement, elle était posée sur l'arbre, et en fait, quand j'ai vu que en fait, parce qu'après, faudra que vous expliquiez bien la constellation, parce que voilà. Mais moi, en fait, j'ai retrouvé une arrière-grand-mère, et en fait, j'ai vu que la personne, c'est complexe. La personne que j'avais choisie pour représenter te représenter. À la base, j'avais choisi quelqu'un pour me représenter moi, et en fait, elle s'est transformée en mon arrière-grand-mère. Elle a pris la place de ton arrière-grand-mère. Ouais. Et parce qu'il y a un vrai langage. Et en fait, elle s'est mais qu'on s'imagine pas que cette femme s'est transformée en ton arrière-grand-mère. Non, c'est vrai. Exactement. Parce que là, c'est chelou. Et là, bon. On va peut-être aussi expliquer, pour que les gens comprennent bien, parce que là, on part un petit peu dans un... Et voilà, c'est ça. Posons le cadre avec les mots simples, et après, je vous donne mon exemple concret. Oui, en fait, donc pour chaque constellation, il y a la personne qui vient mettre au travail. Soit elle rentre dans la constellation, soit elle est représentée par quelqu'un.
Et ensuite, alors en fonction de la thématique, parce que là, on parle particulièrement du transgénérationnel, donc avec l'arbre généalogique, mais on peut faire des constellations sur d'autres problématiques qui sont dans l'ici et maintenant. Et on a sans arbre généalogique. Et sans arbre généalogique, en effet. Mais là, en tout cas, un participant peut représenter la mère, un autre participant peut représenter le père, mais un participant peut aussi représenter une émotion, un lieu, un animal, ce genre de choses. Voilà. Et donc... Et on décide pas vraiment. Par exemple, moi, je peux pas dire, alors moi, je vais faire une constellation familiale sur mon transgénérationnel, sur mon arrière-grand-mère. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, en fait, on met en place et avoir l'intention. Oui, tu peux avoir l'intention, mais en fait, on sait jamais comment ça va évoluer. Donc, on part du présent et on va voir au fur et à mesure que la constellation évolue, si en fait, on commence à remonter ou pas dans les générations précédentes. Le principe, c'est que c'est pas en fait une pièce de théâtre où vous intellectuellement vous décidez que vous allez jouer tel ou tel rôle. En fait, vous allez ressentir dans votre corps certaines choses. Vous n'allez pas savoir pourquoi à un moment donné vous aurez envie de vous mettre en colère et ça fera sens. C'est pas vous qui décidez, mais vous aurez envie de le faire. Et en fait, c'est tout ça qui va se mettre en place et c'est vraiment là, on est en contact avec l'inconscient de la personne qui travaille. Et chaque participant, chaque représentant représente une partie de cet inconscient. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'inconscient collectif? D'une certaine manière, oui. Tout à fait. En fonction de soit chaque partie va être une part de l'inconscient qui la part d'ombre qui est au travail, soit ça va être l'inconscient de tel ancêtre ou de telle personne. Et c'est là que justement on comprend enfin ce que c'est d'être en contact tous les uns les autres. Nos inconscients sont tous en contact. Là, on peut en effet le vivre dans son corps. Voilà. Même si ça paraît très particulier de le dire comme ça, en effet, c'est le vivre dans son corps. On le vit vraiment à travers le Voilà, exactement. C'est vraiment, à la différence vraiment du psychodrame, où le psychodrame, c'est vraiment intellectuellement, je décide de jouer tel rôle. Ici, c'est le vivre dans son corps. Et moi, j'avais une question parce que quand on dit on rentre dans la constellation, en fait, vous délimitez un espace. On rentre dans un champ. Et le champ, comment c'est? Des tapis. Des morceaux de scotch. Voilà, tu délimites un champ. Vous êtes trop mignonne, vous me... C'est logique ou quoi, ça va? J'étais partie en me disant, mais un champ, mais elle un fait champ quoi? agricole? Mais non, moi je me suis dit, elle met une énergie particulière. L'énergie, elle se fait d'elle-même, en fait, si tu veux, avec tous les participants. Et nous, on détermine un espace où on se dit, bon, voilà, ça, c'est le champ dans lequel les participants vont prendre les places, voilà. Et vous êtes assis tout autour. Donc c'est l'intention de chacun et c'est l'énergie commune. Voilà. C'est pas vous particulièrement qui avez un pouvoir spécial. Non, c'est tout le monde. Non, mais parce que quand on peut imaginer ça, on peut se dire bon alors moi je le fais avec elle parce qu'elle a un super chant. Tu vois, donc c'est intéressant. C'est le groupe qui fait le chant aussi. Mais ça c'est génial. Ça ne sera jamais la même énergie, ça ne sera jamais les mêmes histoires qui ressortiront. Il y a souvent quelque chose de commun dans les groupes de constellations qui se font. Ouais. Et c'est vraiment le groupe qui fait. D'autres choses aussi qui est très intéressante, c'est que quand on est représentant, en fait, c'est jamais par hasard qu'on se retrouve choisi. Un représentant, du coup, c'est celui qui a le rôle du parent ou l'émotion ou ce genre de choses. C'est pas la personne qui est constellée. C'est pas la personne constellée. Non. Et ce qui est très intéressant, c'est donc que ce n'est jamais au hasard qu'un représentant est choisi. Il se sent soit appelé, il sent que il faut qu'il y aille, ou alors c'est soit l'animateur, soit le constellant en fait qui va dire voilà, j'aimerais que ça soit toi qui représente ça. Ça lui parle en fait, le représentant, ça va lui parler à un endroit. Soit un processus dont il est conscient, soit il en est pas forcément conscient. Et c'est ça qui est aussi très fort et très intéressant quand on fait des journées entières, c'est que vous allez peut-être être que représentant dans la journée, mais vous ressortirez toujours de votre journée avec quelque chose parce que ça sera venu faire écho à ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui a pu se passer. Et donc ça met aussi au travail quelque chose. Bien sûr. Même en processus. Voilà, ça rentre complètement dans le processus. Donc c'est pour ça aussi que pour nous, quand on présente nos constellations, soit qu'on les fait individuellement tous les deux ou ensemble, voilà, on prévient toujours, ce n'est pas uniquement la personne qui met au travail un sujet qui travaille, entre guillemets,
tout le monde, en fait, va en retirer quelque chose. Et c'est très fort, hein. Et toutes ces émotions, toute cette énergie fait que les constellations sont ce qu'elles sont aussi. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant pour rebondir par rapport à ce que tu étais en train de dire, c'est que les places que vous allez occuper pendant les constellations, si vous êtes amené à participer à plusieurs constellations, elles vont changer. Donc si vous, par exemple, sur une journée, oh là là, j'ai eu que des places d'enfants. Bon, ben, il se peut que dans votre arbre, vous allez travailler sur un enfant, la place d'un enfant, sur en tout cas ce champ-là. Plus tard, ah mais j'ai représenté des hommes ou j'ai représenté des femmes battues, ça vient toujours parler sur votre processus. Et les rôles vont, les places, les rôles que vous allez représenter, en fait, vont évoluer avec le temps par rapport à ce que vous aussi vous allez Ah, donc ça ouvre des faire comme portes, des recherche. clés, ça donne des Ça clés. ouvre des portes, ouais. Ben C'est- toi, par exemple, Angélica, quand tu as participé aux constellations, est-ce que toi, tu as remarqué que tu tenais certaines places? T'as pas tenu une fois la grand-mère, une fois la tante, une fois le petit cousin? Ouais, alors déjà, je tenais à dire que c'est déjà assez impressionnant parce que c'est vrai que diète, c'est-à-dire que quand on rentre dans le champ, en fait, effectivement, il se passe quelque chose dans le corps. Et moi, j'ai halluciné parce que je voyais les gens faire et je me suis dit, mais moi, soit je suis pas capable, soit qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, la question qu'est-ce que je vais faire ne se pose pas. C'est-à-dire que tu rentres Tu et d'un sens seul ça. coup, oui. Et à un moment donné, on te dit, t'es qui? Tu dis, je suis un enfant. Tu as quel âge? J'ai 6 ans. Et en fait, c'est d'une Mmh. logique. Et donc ça, je trouve ça assez incroyable. Mais je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le sentir, quoi. C'est assez dingue. Effectivement, ben moi je me suis rendu compte que j'étais souvent je portais un secret. J'étais quelqu'un qu'on avait empêché de parler et qui portait un secret. J'ai occupé cette place, voilà, et qui pouvait libérer la parole, mais bon, qui manifestement ne le faisait pas. Alors par contre, ce que je voudrais rajouter sur les constellations, il se passe beaucoup de choses pendant les constellations. Mais en aucun cas, on va dire que ce qui se passe dans la constellation, c'est véritablement ce qui s'est passé dans la vie de votre ancêtre ou ce qui s'est vraiment passé. On ne peut pas avoir cette assurance-là, on ne peut pas garantir que ce soit vrai à 100%. En tout cas, c'est l'histoire qui s'en rapproche et c'est le travail derrière aussi qu'on va faire derrière qui est aussi important. Mais on peut pas dire pendant cette constellation-là, c'est sûr qu'il y avait un secret qui a été tu. On ne peut pas dire ça. Non, Oui. c'est cette manière dont c'est votre inconscient qui l'a encrypté de cette manière. Donc vous l'avez reçu, vous l'avez perçu de cette manière, et c'est comme ça que vous l'avez vécu. Donc ça peut être vrai, comme ça peut être rapprochant. Mais c'est pas forcément. On ne vient pas dire voilà, on est certain. C'est pas une boule de cristal. Oui. Exactement. Et donc oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que là on parle du transgénérationnel, mais ça veut dire on peut aussi faire des constellations sur d'autres thèmes. Alors nous, en fait, des constellations, soit c'est le sujet est complètement libre, donc les gens viennent avec un sujet qu'ils souhaitent, Oui. soit c'est vraiment dédié au transgénérationnel, ou alors à des thématiques particulières, par exemple les liens affectifs, ou alors les difficultés de relations amoureuses, ou des choses comme ça, ou alors des problématiques, le travail, ou ça peut être aussi des problématiques organiques, voilà, des symptômes. Moi, par exemple, j'ai un sujet de prédilection qui est tout le lien entre le transgénérationnel et la sphère gastro-intestinale. Voilà, toutes les maladies de Crohn, le côlon irritable, les rectocoliques hémorragiques ou voilà, cœliaque, tout ça. En fait, je fais tout un travail de recherche là-dessus et qui montre que il y a vraiment des points communs dans les arbres des différentes personnes. Alors, il y a des points singuliers évidemment, mais aussi des points communs. Et ça, on peut aussi le mettre au travail dans les constellations. Donc en fait, on peut venir soit sans forcément qu'il y ait un thème dans la constellation et à ce moment-là, le thème va se faire de lui-même, j'ai envie de dire. Exactement. Soit vous mettez une intention sur un Ouais. thème et on arrive pour un truc en particulier. Ouais. Et moi, je me pose quand même la question, vu que j'ai pas fait. Pas encore. Pas encore. J'ai prévu de le faire le 14 avril, si vous voulez tout savoir, avec vous. Oui. On a hâte. Et du coup, on arrive, donc ok, donc ce chant, c'est l'énergie du groupe qui le fait. Imaginons, je rentre dedans. Mais comment je sais que je suis la grand-mère, le boulanger, le charcutier? Enfin, comment je On va sais? te poser des questions. D'accord. On va te demander déjà de trouver ta place dans le champ. Et comme le disait Angélica tout à l'heure, on va te poser des questions comme tu es une femme, tu es un homme. Donc là, toi, tu vas dire, par exemple, tu dis la grand-mère, je suis une femme. Ok, ferme les yeux. Quel âge tu as? J'ai 70 ans. Ok. Comment est-ce que tu es habillée? Parce que peut-être que la grand-mère,
et on est passé à une autre grand-mère, tu vois, une autre arrière-grand-mère. Et donc là, on va faire amplifier, si tu veux, ce qui est en train de se passer pour mieux aussi comprendre à quelle génération on est. Et donc, ce qu'il y a de bien avec Emma, c'est on se construit petit à petit. On a déjà quand même beaucoup de choses et vraiment, ça, c'est fabuleux. On a une énorme mallette. Donc, on a des costumes qu'on commence à avoir un petit peu d'époques différentes, de métiers différents. Donc, casquette de policier, képi, pilote, ménagère, chiffonnière. On a des cahiers, on a des vieilles bouteilles, on a vraiment de vieux objets. On a Donc en fait, moi, pas mal d'outils. donc je rentre, tu me dis qui je suis, je vais dire 2-3 trucs, et là, je peux aller vers la mallette. Exactement. Et du coup, je vais prendre un truc qui... Et peut-être que ça te parlera mieux, ça te parlera peut-être mieux de choisir un objet qui sera aussi symbolique dans la constellation, et ça amplifie vraiment ce qui est en train de se passer. Là, j'ai l'exemple d'une personne qui était une personne de loi, mais elle n'arrivait pas à savoir qui exactement. Et donc, je lui ai proposé de passer une toge. Enfin, c'était une sorte de toge, voilà, une grande tunique noire. Et dès qu'elle a eu cette tunique sur elle, ça y est. En fait, sa posture même corporelle a complètement changé. Elle incarnait encore plus le rôle enfin la personne qu'elle représentait. Et là, elle a pu dire ah oui. Mais en fait, je peux lire. Je lis des textes de loi. Ah, mais ils sont religieux. Ah, donc c'était des textes de loi religieux. Et en fait, juste le fait d'avoir le vêtement sur elle, ça a vraiment permis d'avoir plus d'informations. Ou par exemple, on peut avoir différents types de sacs à main. En fonction du type de sac à main qui va être choisi, ça donne aussi de l'information. Sur la classe sociale. Sur la classe sociale, sur l'époque ou des choses comme ça. Voilà. Ça donne de plus en plus d'informations et surtout ça permet aux représentants de vraiment incarner complètement en fait le personnage ou ce qu'il est. Et du coup, ça dure combien de temps pour une personne? Par exemple, moi, je suis arrivée pour un constellé, ça dure combien de temps? Ça peut on reste sur une heure. On reste sur une heure. Ça peut des fois un peu déborder parce qu'il y a besoin que ça aille un peu plus loin. Mais généralement, on fait pas plus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et derrière, ça prend de l'énergie. Il faut pouvoir travailler. Mais comment on sait que c'est fini? En fait, c'est ce que j'allais justement dire. Merci. C'est pas forcément fini. En fait, ça va être avoir des informations. Et parfois, c'est important aussi de pouvoir faire une sorte de petit acte symbolique à la fin du rituel pour pouvoir réintégrer en fait et recontextualiser. Et donc, c'est là qu'on fait rentrer aussi le constellant et qu'il prenne sa place pour qu'il vive dans le corps en fait ce qui se passe et la libération. Mais parfois, c'est comme si on arrêtait à un moment donné, comme quand on arrête un livre. C'est pas terminé, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais déjà, ce qu'on a eu donne suffisamment d'informations. Et l'autre chose aussi qui est importante, qu'il faut dire en constellation, c'est que apparaîtra ou émergera ce que vous êtes capable d'intégrer. Donc même si vous aviez envie d'aller plus loin, de toute façon ça ne viendra pas à vous là parce que là aujourd'hui la personne que vous êtes ne peut pas recevoir plus, donc intégrer en fait émotionnellement plus. Donc au mieux on va se rapprocher de la question que tu auras posée au départ, même si on est parti complètement ailleurs. À un moment donné, nous aussi on va sentir que on est arrivé à la limite et c'est bien que ça s'arrête maintenant. Donc, il y aura une réponse plus ou moins par rapport à la question. Voilà. Et en fonction, ça va être soit très concret, soit on va rester dans du symbolique. Mais peu importe en fait l'endroit où on est, ça donne de l'information. Ouais. Et c'est aussi pour ça que dans notre cadre qui nous est spécifique, on propose dans les 15 jours qui suivent de faire une séance individuelle pour vraiment intégrer ce qui s'est passé, mettre en mots vraiment ce qui s'est passé. Pour certaines personnes, c'est assez clair, d'autres en fait, il y a besoin de remettre des mots, de remettre du cadre à nouveau et de relancer en fait certaines choses. Ouais. Oui, ce qui s'est passé pendant la constellation et après la constellation, parce qu'il y a une personne qui peut venir en disant bon voilà, moi je viens parce qu'en fait j'ai des problèmes de communication avec ma mère et bon ma mère et ma grand-mère elles ne se parlaient pas. On va faire la constellation, se passe ce qui se passe.
Et 15 jours après, elle a sa mère qui l'appelle et qui a une conversation et ça débloque quelque chose. Donc ça peut être aussi perturbant. C'est pour ça qu'on fait aussi la séance d'après-constellation parce qu'il y a vraiment besoin de travailler toutes les synchronicités. Ouais, bah moi je voulais revenir maintenant qu'on a un peu mieux expliqué. Mais moi je reviens un peu sur l'idée de faire son arbre en amont, si jamais il sort des ancêtres. Et moi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai choisi quelqu'un pour me représenter moi. Et effectivement, elle est rentrée et de suite, elle s'est mise en position de prière et elle a senti qu'elle était dans une chapelle, que c'était une autre époque. Et pareil, donc les accessoires, pareil, elle a dit il me faut un voile, il me faut un voile. Donc on lui a apporté 2 sortes de voiles et elle a choisi vraiment le voile transparent du deuil parce que c'est de la veuve parce que c'est le voile. En fait, c'est un voile qui est permanent. En fait, il y avait un voile opaque et justement, elle a choisi le transparent parce que c'est un voile qu'on porte H24 en fait et qui nous permet de voir. Et elle disait, j'entends, c'est pas en français, j'entends de l'italien. Et en fait, c'est ça qui était dingue. Et moi, je lui ai dit, bah oui, je suis d'origine corse. Voilà, donc déjà, j'ai pu identifier grâce aux infos qu'elle m'a données que c'était du côté corse, que c'était une autre époque parce qu'elle disait, je suis endeuillée, je suis obligée de porter le noir. Donc, que c'était des traditions un peu anciennes. Et ensuite, en ayant fait mon arbre, du coup, là, on lui a dit, est-ce que tu as des enfants? Elle a dit, oui, mais j'en ai perdu. On lui a dit, t'en as perdu un. Elle a dit, non, j'en ai perdu 2. Elle a dit, j'ai perdu un garçon et une fille. Et en fait, je me suis rappelé que dans mon arbre, il y a cette arrière-grand-mère qui a perdu un garçon et une fille au début, qui vivait dans la montagne corse, là où il y a les petites chapelles. Pareil, elle disait que c'était une chapelle qui était difficile à atteindre. Et en fait, elle m'a donné des infos que moi j'avais déjà cherché en amont et du coup on a pu regrouper, mais c'était assez dingue ce que ça te permet de t'aiguiller vers cette arrière-grand-mère. Et ce qui est aussi d'intéressant, c'est qu'elle n'a pas, elle l'a ressenti, mais personne ne se connaît. Et par exemple là, dans l'acte symbolique de fin de constellation, Angelica est entrée dans la constellation pour pouvoir échanger avec cette arrière-grand-mère, que les femmes puissent communiquer entre elles. Après, se passe ce qu'il se passe, mais en tout cas, c'était l'acte symbolique de ta constellation. Ouais. De pouvoir c'est ouvrir la communication des femmes à travers les générations. Ouais, et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à ouvrir la voix des femmes à travers les générations. Ouais. Pas encore. Pas encore. Et justement, du coup, la question, c'est est-ce que, genre, une constellation suffit? Après, en constellation, tu peux avoir des gens qui vont dire ouais, c'est bon, venez tous les mois. Et puis, en fait, nous, en tout cas, c'est pas notre cadre. On va pas vous demander de venir tous les mois parce qu'une constellation, elle peut être mise au travail après pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois, pendant un long moment, mais on peut faire plusieurs constellations. C'est pour ça que dans notre cadre, on fait attention aux personnes qui viennent, parce que les personnes qui font des constellations tous les mois sur leur propre processus, c'est quand même quelque chose d'assez étouffant, je pense. C'est intense en fait. Ouais, c'est intense. C'est un outil parmi tous les autres outils en fait en trans-G ou un outil thérapeutique hors trans-G. On a bien vu ça parce que comme vous le disiez, là on peut travailler sur d'autres thématiques que le trans-G et voilà. En fait, vous pouvez très bien pendant une période travailler particulièrement en trans-G en ayant évidemment donc un espace avec un thérapeute pour travailler après en individuel ce qui est sorti de la constellation, ou alors vous allez faire une constellation parce que jusqu'à présent dans votre espace individuel vous sentez bien qu'il y a un truc qui bloque et tout le travail que vous faites peu importe la manière dont vous le faites n'aboutit pas, et donc la constellation va peut-être donner cette ouverture que vous attendez, ou en tout cas un élément, ou alors ça peut être de façon régulière. Pas forcément tous les mois, mais peut-être une tous les 2-3 mois ou des choses comme ça. Ou alors vous allez en faire une ou deux rapprochées parce que la première a ouvert quelque chose et vous avez besoin de faire une deuxième. Et peut-être, mais en fait, vous le décrétez pas dès le départ. C'est vous qui allez le sentir, en fait. En fait, on rentre dans un processus de travail. Oui. Ah oui. Et donc, ce processus de travail,
On est d'accord, en une séance, en général, le travail, ou alors ça vient finaliser quelque chose, mais ça doit être assez rare, j'imagine. C'est un processus de travail qui, justement, c'est se mettre au travail avec de nouveaux outils, si on peut dire ça comme ça. Et on ne connaît pas la fin. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas vraiment de fin dans le travail, mais voilà, donc ça fait partie du cheminement, on va dire ça comme ça. Oui, complètement. On travaille et on apprend tous les jours. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Comme on arrive à la fin de l'émission. Moi, en tout cas, j'ai envie de vous remercier. C'était un moment chouette de pouvoir partager cette passion. Je crois qu'on aime bien. Voilà, ça fait partie de nous en même temps. Ça fait partie de notre couleur de thérapeute. Voilà. Et puis espérer qu'en effet, ça a ouvert une connaissance auprès de vos auditeurs. Et que s'ils ont envie de venir travailler avec nous ou tout autre thérapeute, ils sont les bienvenus. Voilà. Merci les filles pour cette invitation. C'était vraiment hyper intense dans votre tente aujourd'hui dédiée à la femme, en tout cas parce que nous ne sommes que des femmes en dessous. J'espère aussi que les auditeurs et auditrices seront attentifs à tout ce qu'on a pu dire, que ça leur ouvrira des portes. Voilà. Il y a tellement de choses en fait à dire. Je me dis, ouais, on a parlé de plein de choses, mais bon, ça aurait été chouette quand même qu'on parle aussi de ça, donc peut-être prochainement ou en cabinet, pouvoir encore parler de la psychogénéalogie et des constellations familiales, parce que c'est vraiment une discipline où il y a plein de champs possibles. Voilà. Rester dans le champ. Et on conseille évidemment de poser des questions dans les familles aux grands-parents qui sont souvent des livres ouverts, et c'est vrai que quand on les a encore, parce que c'est un grand regret, ça fait un peu vieille dame de dire ça, mais c'est vrai que on dit souvent qu'il faut questionner les grands-parents avant qu'ils partent, c'est des bibliothèques, tout ça et tout, et c'est vrai que ouais, c'est hyper important de poser des questions, d'oser communiquer, d'oser nommer les choses avec les personnes aussi avec qui on le sent. C'est intéressant parce que du coup, moi j'ai l'impression qu'on a tout ça, ça permet de faire du lien, de créer du lien, donc de créer du lien avec sa famille, ses ancêtres, de renouer en fait avec les racines. Ouais. Et donc merci de nous avoir fait prendre conscience en fait de tout ça. Donc Merci et bonne quête à vous tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.